Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle semaine sur Westrack Radio pour votre émission Le Mag à l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 janvier 2026. Au programme aujourd'hui, je reçois Michel qui va nous parler des tendances culinaires de cette nouvelle saison. On aura aussi 3 reportages aujourd'hui. Léo nous présentera la boutique The Bohémiste, boutique de création d'objets au Havre. Laureline, qui est notre stagiaire cette semaine au micro, nous présente Jérôme Bélanger, BDiste havrais, qui sort la BD Full Metal Quinoa. Et puis je vous propose un reportage sur Engage ton rap, un projet de rap avec le Tetris et l'école Louis Blanc dans le quartier de Tourneville. De la musique aussi avec des nouveautés, la découverte Ferrarock de cette semaine, la météo et l'agenda événements. Bienvenue à vous, on entame ensemble une nouvelle semaine sur Westrack. Votre météo de ce lundi 19 janvier. Actuellement, il fait 11 degrés, le ressenti est de 9. Nous avons un ciel couvert, sans précipitation, au Havre, à Gonfreville-Lorcher et à Montivilliers. Les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 30 km/h. Ce soir, toujours un ciel couvert avec quelques risques de gouttes. Le risque de pluie est fixé à 25%. Il fera 10 degrés, ressenti 6. Le vent se tourne toujours vers le sud, mais cette fois-ci, il sera plus fort et dépassera les 35 km/h. Dans la nuit, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Il fera 8 degrés, ressenti 5. Et les rafales, toujours vers le sud, seront plus calmes. Elles ne dépasseront pas les 30 km/h. Pour votre journée de demain, mardi, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Il fera 7 degrés, ressenti 3. Cette fois-ci, les rafales de vent sont plus fortes. Elles se tournent vers le sud-est. Dans la matinée, elles ne dépasseront pas les 40 km/h, mais dans l'après-midi, elles seront d'autant plus fortes, près de 50 km/h, toujours vers le sud-est. Le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies dans l'après-midi. Il fera 10 degrés, ressenti 7. Et enfin, dans la soirée, il fera 8 degrés, ressenti 4, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies. Le risque de pluie est de 30%. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 19 janvier 2026. Pénurie d'œufs, à quand un retour à la normale en Seine-Maritime ? Les rayons d'œufs sont bien vides en ce début d'année 2026 et la Normandie ne fait pas exception. S'il y a des besoins ponctuels, elles ne font qu'accentuer une situation plus profonde. En Seine-Maritime, les livraisons devraient tout de même reprendre rapidement. Il y aura toujours des manques, mais les rayons ne seront plus vides. Le Havre, une conférence sur les Dockers et Jules Durand à l'approche du centenaire de sa mort. Le vendredi 13 février à 18h15 aux archives municipales, l'historien John Barsman donnera une conférence. Jules Durand et les Dockers du Havre de la Révolution à nos jours. Jules Durand était un ouvrier syndicaliste havrais injustement condamné à mort, dont 2026 marque le centenaire du décès. À Bolbec, ce nouveau rendez-vous permet aux parents et aux enfants de se retrouver autrement. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de mai, l'espace arc-en-ciel de Bolbec lance un nouveau rendez-vous hebdomadaire pensé pour les familles. Chaque lundi de 17h à 18h30, parents et enfants sont invités à partager en même temps autour d'activités sportives, créatives ou bien-être, gratuits dans la limite des places disponibles. À Ganneville, un spectacle pas comme les autres lève le voile sur les coulisses de la magie. Samedi 7 février à 20h30, le Grenier à sel de Ganneville accueille les coulisses de la magie, un spectacle interactif et familial où l'on admire des tours et on apprend les secrets des magiciens avant de repartir avec un peu de magie dans les poches, histoire d'impressionner en devenant soi-même illusionniste. Tarif entre 4 et 9 euros, réservation à la mairie de Ganneville, par mail à contact@ganneville.fr. Et enfin, l'école d'hier et d'aujourd'hui s'expose au trait.
Le Musée national de l'éducation expose métiers d'élèves, métiers d'enseignants jusqu'au 26 février 2026 à la Halte Saint-Éloi. Le cercle généalogique de Duclerc a retrouvé d'anciennes photos de classe Trétonne. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous, et revoilà le 49.3. Le Premier ministre va annoncer l'utilisation de cet article qui permet de faire passer un texte sans vote des députés. Cela concerne le budget 2026, dans l'impasse depuis la fin de l'année à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu avait promis pourtant qu'il renonçait à avoir recours au 49.3 début octobre, avant le début de l'examen du projet de loi de finances. Déjà Mathilde Panot, la chef des députés LFI, critique ce passage en force et tacle le comble du ridicule pour les socialistes. Elle promet de déposer une motion de censure contre le gouvernement. La mobilisation des agriculteurs a repris. Ils mènent des actions contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur signé samedi dernier. C'est le cas à Orange ce lundi ou encore dans les Côtes-d'Armor. Avant un grand rendez-vous demain à Strasbourg, des milliers d'agriculteurs venus de toute l'Europe ont prévu de converger dans la matinée devant le Parlement européen. Les tensions autour du Groenland seront évoquées dès mercredi par les ministres des Finances du G7. C'est l'invitation lancée par la France via le ministère de l'Économie après les menaces de taxes douanières venues des États-Unis. Le sujet était également au programme d'un conseil de sécurité réuni à l'Elysée à la mi-journée par Emmanuel Macron, avant aussi un sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union européenne ce jeudi. L'enquête démarre tout juste en Espagne après cette terrible collision hier soir entre deux trains à grande vitesse. Le Premier ministre s'est rendu sur place et a décrété 3 jours de deuil national. Pedro Sánchez promet de faire toute la lumière sur cet accident. Il a fait au moins 39 morts. Et puis les vigilances météo n'ont pas changé et l'alerte est toujours en cours sur le Languedoc-Roussillon et sur la Corse. L'Hérault reste en alerte aux crues, tout comme l'Aude, également placée en vigilance pluie-inondation. Une vigilance orange qui concerne aussi les Pyrénées-Orientales. Alerte jusqu'à demain matin. Ce sera ensuite la fin de cet épisode méditerranéen. Il est déjà tombé localement plus de 200 mm de pluie depuis samedi. Et c'est la fin de ce point sur l'actualité. Très bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle découverte. Demain, une sortie photo avec l'association du Hangar Zéro Polymage. Zéro vous attend pour une utilisation du mode manuel sur vos appareils photo. C'est au Parc de Roël à partir de 15h. Inscription sur polymage.zero@gmail.com. C'est 10 € pour les adhérents et les non-adhérents. Nous avions réalisé avec eux un reportage. Si vous souhaitez le retrouver et découvrir comment se passent les séances, tapez Polymage sur Westrack. Toujours demain et à partir de 19h, Bavardage, c'est le nouveau rendez-vous du SEM et du Tetris. Ils mettent face à face 2 artistes qui vont partager leur parcours, leurs difficultés, mais aussi leur joie en tant qu'artistes. Nous avons le plaisir de l'animer. Ce rendez-vous, c'est une fois par mois le mardi soir à 19h. Cette fois-ci, c'est au SEM. C'est totalement gratuit. Pour information, si vous n'êtes pas disponible, sachez que tout l'échange sera rediffusé sur Westrack dès demain. Enfin, le cabaret des oubliés, compagnie H3P, c'est à l'esplanade de la Pointe de Caux de Gonfreville-Lorcher. Un spectacle à retrouver demain à 20h30. Tarif 11 €, 5,50 € ou 2,70 €. Réservation sur le site ou par téléphone au 02 35 13 16 54. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le groupe bordelais Pretty Inside arrive à point nommé avec Ever Gonna Heal, son 3e album, pour rappeler qu'un disque n'est pas qu'un objet qu'on consomme à la va-vite. Ici, la musique se vit comme une expérience partagée, un miroir sensible où s'entrechoquent les émotions de celles et ceux qui l'écrivent et de celles et ceux qui l'écoutent. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce nouvel album est la découverte musicale Ferrarock de la semaine, et ce n'est pas un hasard. Sadness shall lead to rest, reset your burning head. Don't restrain. Sadness shall lead to rest and disconnect from your sickness. I know
Avec Havoc on a Hill, Pretty Inside refuse les étiquettes et les frontières. Le groupe pioche librement dans la folk des années 60 à 90, qu'il dépouille jusqu'à l'os pour en garder l'essentiel, l'évidence mélodique, la fragilité, une forme de nudité sonore. Les influences se croisent, les esthétiques se répondent, sans jamais donner l'impression d'un collage forcé. Tout circule, tout respire. C'est là que le disque touche juste, à la fois rock casse-cou, né d'une urgence presque instinctive, et travail introspectif mûri dans le temps long. La question posée par le titre, Havoc on a Hill, reste volontairement en suspens. Peut-on guérir avec un disque ? Peut-être pas, mais on peut essayer. Porté par l'écriture à la fois drôle et littéraire d'Alexis Desèze, par ses obsessions juvéniles et son désir d'en sortir, l'album trouve un équilibre rare entre intensité sonore et délicatesse mélodique, entre spontanéité et profondeur, un disque qui s'écoute comme on partage une confidence. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. On retrouve tout de suite un reportage de Léo qui nous parle de The Bohemist, une boutique de création d'objets, suivi d'un reportage de Laureline et d'un reportage sur Engage ton rap, un projet rap au Tetris avec des enfants, avant d'accueillir Michel au micro pour nous parler des tendances culinaires de cette saison.
Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur cette interview qui sera consacrée à une boutique de décoration et de bijoux, son nom The Bohémiste. Je suis en compagnie de Alexandre Siroy. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors quelques petites infos sur The Bohémiste, c'est une boutique consacrée à la création de bijoux en pâte polymère et le macramé. On trouve des décorations faites par Alexandre et des pampilles qui sont des bijoux personnalisables à l'infini, des fleurs, des ronds et des cœurs colorés interchangeables. Au mur s'affichent ces tentures en macramé qui se déclinent aussi en version de poche ou sous forme de porte-clés. Il est ouvert cette année le 26 avril. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez dans le milieu du commerce ou ça fait déjà quelques années? Non, j'étais pas du tout issue du commerce. À la base, j'étais employée dans une entreprise de chaudronnerie, dans les bureaux bien évidemment, pas sur le chantier, mais du coup rien à voir. Après, j'ai toujours été passionnée par le fait d'avoir une entreprise, un petit magasin, c'était un petit peu mon rêve. Et du coup, j'ai commencé par la Halle aux Poissons, après j'ai été à Coty, dans la boutique du Labo, et ouverture de la boutique en avril 2025. Et comment vous avez eu cette idée de créer ce magasin? Un rêve depuis toute petite d'avoir une boutique. Après, de créer ce magasin, ça s'est un petit peu fait au fur et à mesure, puisque d'abord j'ai eu la passion du macramé, après je suis partie sur la création de bijoux, et puis toujours passionnée de déco, du coup j'ai ajouté des nouvelles références au fur et à mesure de mes envies. Et est-ce que vous avez du monde qui travaille avec vous? Vous êtes la seule employée? Non, je suis toute seule. Après, j'ai des petits stagiaires lutins de Noël pour m'aider pour décembre, mais sinon là je suis toute seule toute l'année. Et depuis quand remonte votre passion pour la création d'objets? Depuis toujours. J'ai commencé avec la pâte à modeler, la pâte à sel, les colliers en perles, et puis j'en passe. Ça vous prend à peu près combien de temps pour faire une de vos créations? Sur la partie macramé, ça dépend de l'objet déjà. Et puis, par exemple, des petits porte-clés, je vais mettre entre 15 et 20 minutes, alors qu'une tenture murale, je peux mettre jusqu'à plusieurs jours. Et sur les bijoux, sachant qu'il y a la cuisson, il y a quand même du façonnage et du ponçage, il faut compter à peu près 2 jours, mais ça dépend de la création. Ce projet de création de magasin, vous l'aviez déjà en tête depuis un certain temps? Oui, quand même. Ouais. Oui, c'était un objectif à terme. En fait, quand je suis passée par la Halle aux Poissons pendant 4 mois, ça m'a donné goût à la vente client physique. Et puis après, je suis allée à la boutique du Labo pendant 1 an et demi. Et là, c'était vraiment l'objectif à court terme. Et vous vendez également des articles d'autres créateurs, toujours dans votre univers. Et comment vous avez créé ce partenariat avec ces différents créateurs? Eh bien, en fait, comme j'ai fait pas mal de marchés de créateurs, du coup au fur et à mesure on rencontre des gens et puis il y a des gens avec qui ça passe très bien, on a envie de garder le contact, on aime leur création, donc j'ai gardé contact avec les gens des marchés de créateurs et de la boutique du Labo également. Que vous avez des projets que vous aimeriez développer par la suite? Là j'ai déjà développé un nouveau projet qui me tenait à cœur, c'était de mettre en place des ateliers de création pour le macramé notamment, donc tous les samedis matins. L'année prochaine j'ajoute des nouvelles dates sur le mercredi après-midi, notamment pour les enfants. J'aimerais avoir plus d'enfants en atelier de création parce que j'aime beaucoup. Et après, pour l'instant, projet, ça serait de faire fonctionner la boutique. Pourquoi pas travailler avec d'autres boutiques. Voilà. Et vos ateliers de création, vous les faites dans l'arrière-boutique? C'est ça. J'ai partie boutique et partie atelier juste derrière. Bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour finir? Après, si les gens ne connaissent pas la boutique, il faut venir faire un petit tour pour découvrir tous les produits et l'univers aussi, parce que The Bohémiste, c'est avant tout un univers très doux, très bohème. Et il n'y a que quand on rentre dans la boutique qu'on s'en rend compte. Bien, retrouvez The Bohémiste au 82 bis rue près Wilson, 76 600 Le Havre. Et nous, on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Plus d'informations sur le site west-track.com. Il est 17h13, merci d'être avec nous. Vous écoutez le Magal Ouest avec Lucie. Je vous propose une nouveauté qui vient de Amityville aux États-Unis. Et oui, là-bas, il n'y a pas que de la frayeur et des fantômes, il y a aussi de la bonne musique. Un nouvel album de la soul, c'est Cabin in the Sky. Le titre s'appelle You Don't Stop. J'espère l'avoir bien prononcé. Je vous propose de l'écouter ensemble et puis on se retrouve juste après pour un reportage de Laureline qui nous présente l'artiste Jérôme Bélanger, un BDiste havrais de retour avec un nouvel opus.
with a voice in my head to get cooked and fed to my feet to get up out of bed on the beat of a new day. Molasses in the walk with the gases in the talk. Give me the fuel, I'm a hawk ready to get the worm from out the New York City apples I earn, rotten to the core. But you can never ignore a front on the shock that you get hearing fly fresh spit. But the list got me at top 5 underrated. Is that good enough way I'm slated? But the voice talk to the battery in my chest. So I keep moving at my best. Cindy said if y'all stop, then Dave stops, and that wouldn't be the show shot. So we keep implementing that gift. The Daisy Age lift, crack a jackbox, scratch, sniff, graveyard shift, studio cooks, up from out of the dance of the crooks who converted to a better way and have their own inner voice ready for where the day come out dry. We more than meets the eye, cuz in the belly of the east we were born. Shot 'em in the light when the get right's drawn. Fundamental pawns we're not. We on the chessboard playing. In the appetite always weighs in. Rays in the sky, shuffled in the heat after gray clouds have a good cry. Caught them off guard with the seeds that we drop when we talking that shit. They rockin', don't stop. So we kept on going, all the while knowing it could start an evolution of people minds growing. A life bid what we pledged, but some young ones don't think we got that edge. Saying, oh gee, we don't hear you. Telling us you a pioneer means you have American pie nowhere near you. You broke. Makes threw him in the yoke and pulls out machine guns and lasers. Just kidding, but he did have a razor, cutting the eardrums while fingering the fader. Sooner than later, they saw these Long Island boys stood the test at the time surge raw. And yeah, you don't stop, and we don't stop. Daylight, we don't stop, 'cause we're the show shot. Sure shot indeed. Hey ho, tell them what this still is. This is still Spit Kicker. And what do we put in our music? Artificial Intelligence, or simply AOI. No doubt. And we are still making art that will forever remain official and filled with intelligence. And remember, when it's Pos and Maceo you see, the magic will always remain 3. Because that magic is simply daylight. And staying true to that magic hasn't always been easy. Even Dave said, often the real true soldiers just don't get that shine like they should. But tell yourself, I'm staying true to myself and keep feeling the energy and the vibe so you can keep giving off the right vibrations. Yeah, 'cause there's high stakes being played around the world. And it's understandable to be rooted in the present, not certain of what will happen in the near future. But you know what? Just be ready to get that feeling back, the memories of the good times. And don't run away from the bad ones either, because it's all a part of life. Indeed. Relating as we balance on the waters of the world, navigating days that are sunny and calm, as well as stormy. Basically, you gotta learn to balance during sunny storms. Wait a minute. It sounds dope, but it's in the wrong key. It should sound like this. Et c'était De La Soul, You Don't Stop, un titre nouveauté sur Westrack. Tout de suite, Laureline nous présente Jérôme Bélanger, un BDiste havrais, de retour avec son nouvel opus, une BD qui s'appelle Full Metal Quinoa. Il sera prochainement en signature à la Galerne. Jérôme Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Westrack. Donc vous êtes BDiste, plus connu sous le nom de Jérôme. Vous êtes havrais d'adoption. Vous mettez en scène les aventures de Volp, un renard journaliste enquêteur qui évolue donc dans un univers mêlant cartoon et réalisme havrais. Après plusieurs albums, vous revenez en janvier 2026 avec une nouvelle création Full Metal Quinoa, réalisée en collaboration avec le dessinateur Miludo et qui arrive ce samedi 24 janvier. Pour commencer, j'aimerais vous poser donc la question de comment cette idée est-elle venue et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet ? Alors, c'est une longue histoire, les inspirations en BD, c'est vraiment plein d'ingrédients qui se mélangent et qui tout d'un coup font tilt. Dans les précédentes aventures de Volp, les toutes premières étaient à notre époque. Il y a même eu un épisode Covid et la dernière était en 1913 et ça m'avait beaucoup plu de remonter dans le temps pour dessiner le web de cette époque-là et faire toute une intrigue qui colle au décor de 1913. Donc après cette BD qui s'appelle Pulp Fiction, j'ai eu cette idée de continuer à voyager dans le temps et j'ai choisi 1979. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est mon année de naissance, parce que, voilà.
Et puis j'avais envie de dessiner un peu sur les années 70 et avec un thème qui me parle beaucoup, qui est l'écologie. Parce qu'à la fin des années 70, on était vraiment dans le tout voiture. C'était vraiment là où la surconsommation a vraiment été culturelle, on va dire ça comme ça. Et je voulais aborder le thème de l'écologie. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont mélangées. En même temps, je voulais dessiner Le Havre comme une ville américaine. Donc du coup, il y a eu l'idée de faire un polar avec des inspecteurs vraiment comme dans Starsky et Hutch qui sillonnent la ville. Voilà, donc c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui ont fait le scénario. Très bien, mais justement en parlant de Starsky et Hutch, à ce que j'ai compris c'est un hommage volontaire à cette série des années 70 et je voulais savoir si donc le titre choisi qui est très accrocheur, est-ce qu'il fait référence à d'autres œuvres du 7e art et qu'est-ce qu'il évoque pour vous, sachant que j'ai vu qu'il a changé de nom, c'était pas le nom à la base et puisque vous présentez dans l'album il y a Pulp Fiction qui fait donc peut penser à faire Pulp Fiction, le film, ou encore Walking Red, qui peut faire penser à la série Walking Dead. C'est tout à fait ça en fait. Alors j'aime bien, j'ai beaucoup de références quand je dessine au cinéma. Là vous parlez de Walking Red, qui est effectivement une référence à Walking Dead, et dans cette BD il y a beaucoup de références au cinéma de genre, les films de zombies. Donc j'ai toujours une approche très cinéma de la BD. Pour moi, c'est un peu le même genre artistique, en fait. Et donc, pour Full Metal Quinoa, oui, avant, ça s'appelait Sex, Drogue et Quinoa, qui était une référence à l'expression sexe, drogue et rock'n'roll. Parce que, alors, j'avais choisi ce titre parce que il y a de l'écologie, mais il y a aussi des personnages féminins qui interviennent et on parle un peu de guerre des sexes, de féminisme et tout, qui est un autre sujet qui me parle beaucoup. Donc, j'avais ce titre et mon éditrice, Julie d'Édifice, Julie Pommier, trouvait que c'était peut-être un peu trop violent, qu'on allait penser que c'était une BD érotique, enfin que le titre n'était pas forcément en adéquation avec l'histoire. Donc on a fait un gros brainstorming et puis je sais pas, j'ai lancé comme ça Full Metal Quinoa, référence à Full Metal Jacket de Kubrick, même si l'histoire n'a rien à voir. Mais ça nous a fait rire et c'est resté. C'est très bien, il est très accrocheur et très original. Donc vos lecteurs, ils connaissent bien Volp, après maintenant 3 albums sur Volp. Oui, ce sera le 4e. 4e du coup. Et dans Full Metal Quinoa, est-ce que ça sera toujours lui qui va avoir le rôle principal ou alors Sherlock va prendre peut-être la vedette de Volp ? Alors... c'est toujours Volp le personnage principal, mais c'est vrai que dans ce volet, il y a beaucoup plus de personnages déjà que dans les précédents. Il y a Sherlock qui intervient, effectivement, qui est un personnage récurrent de Volp. Ceux qui connaissent bien la série, ils le connaissent, il intervient dans tous les Volp, mais à des degrés différents. Dans Barre Parallèle, par exemple, il a juste un petit rôle comme ça, vite. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'était marrant de les faire fonctionner en duo. Donc effectivement, il intervient beaucoup plus. Il y a un autre personnage qui intervient beaucoup, c'est Manu, la petite amie de Volp, justement pour tout ce côté féministe, mettre en rapport quelque part le sujet écologique qui est vu avec les changements qui vont avec et le sujet féministe qui évolue pas alors que ça pourrait. Donc voilà, donc je dirais ça tourne surtout sur ces 3 personnages, plus à la fin un super méchant. Mais je peux pas dire qui c'est, mais voilà. Du teasing. Voilà. Donc Full Metal Quinoa, donc ça va aussi entre l'humour, l'aventure policière et des thèmes de société. J'ai lu que vous appréciez beaucoup le travail de Miludo et que vous étiez en contact déjà il y a quelques années. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de travailler avec lui maintenant donc pour ce nouvel album. C'est vraiment super. Alors déjà, Miludo, si tu nous écoutes, j'ai adoré travailler avec toi. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Ludo lors d'une exposition. C'était à l'époque, il y avait le festival We Love Le Havre. Et on a partagé un mur en expo et depuis on se quitte plus en fait, on se suit l'un l'autre. J'étais déjà bien avancé dans la réalisation de Full Metal Quinoa quand il m'a contacté en me disant ouais, j'aimerais bien faire des planches de BD, je sais pas trop comment ça marche, voilà. Et ça fait tilt tout de suite. Dans Full Metal Quinoa, on parle de drogue aussi et à un moment Volp à son insu va consommer et va faire un bad trip. Et je me suis dit tout de suite quand il m'a proposé ça, Ludo, que ce serait intéressant de le faire intervenir pour illustrer cette partie bad trip parce qu'on va avoir un univers graphique mais complètement différent, ce qui va vraiment emmener le lecteur dans une bulle différente. On va tout de suite comprendre que il est sous substance.
Et donc ouais, ça a été génial. Je lui ai donné carte blanche. Il avait le scénario, on a parlé beaucoup et je lui ai laissé réaliser sa double planche comme il l'entendait. Et franchement, ouais, c'est bien. Je pense que ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Et est-ce que la BD va avoir un public, il va s'adresser est-ce que c'est plus, on va dire, pour les amateurs d'aventure, d'humour, ou ceux qui recherchent quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux Alors Volp, c'est quand même assez déjanté. Les scénarios sont toujours un mélange entre polar, enquête et fantastique, et avec beaucoup d'humour. Donc ça s'adresse à un public, on va dire, adolescent, jeune adulte, adulte plus. Mais je pense que c'est très ouvert en fait quand même. Bon, alors c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce qu'on y parle de drogue, les personnages fument, c'est dans les années 70. Enfin bref, c'est pas pour les enfants. Mais ensuite, oui, ça s'adresse vraiment à hommes comme femmes, tout âge, qui aiment l'humour, l'action et les enquêtes. Voilà. Très bien. Donc Jérôme, vous êtes originaire du Mans et cela fait maintenant presque 30 ans que vous êtes au Havre. Et donc c'est devenu votre ville d'adoption au final. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette ville pour donc en faire un décor récurrent au final le décor principal de vos BD? Bah alors déjà j'adore Le Havre, effectivement c'est une ville qui est très graphique et qui a un patrimoine super riche. Alors moi qui adore le dessin d'architecture, bien sûr on pense tout de suite à Perret, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'avais dessiné Le Havre de 1913 dans Pulp Fiction, parce que il y a encore des très belles maisons art nouveau, art déco. Donc vraiment Le Havre c'est une très belle ville avec une géographie particulière. Donc on peut imaginer plein de choses. Il y a la mer, il y a le côté port, donc pour les enquêtes c'est bien, mais il y a pas que ça. Ouais, c'est vraiment un super terrain de jeu. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette ville, c'est le rapport qu'ont les habitants au Havre. Et je trouve qu'il y a une âme, et c'est ce que j'essaye aussi de reproduire. On voit les personnages, ils traînent au bar, ils vivent vraiment dans la ville, et il y a vraiment un lien qui est très très fort entre mes personnages et la ville, et c'est presque un personnage à part entière. Donc voilà, j'adore le Havre. Je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs d'entendre autant de bienveillance sur le Havre. Donc Full Metal Quinoa, donc comme vous avez dit, aborde des thématiques de société comme l'écologie, l'économie avec la surconsommation. Et donc est-ce que vous souhaitez transmettre un message à vos lecteurs particulier à travers cette bande dessinée? Oui et non, en fait, il y a un petit côté, alors j'allais dire philosophique, ça reste du Volp, donc on rigole bien, mais c'est vrai qu'on a tous un côté un peu ambigu, on est maintenant, je pense, très sensible à l'écologie, au changement climatique, mais on continue de consommer quand même, et c'est vraiment ce genre de questions que j'aimerais que les gens se posent, sans trop dévoiler de la BD. Tout d'un coup, les gens deviennent écologistes un peu malgré eux, on va dire ça comme ça. Ça fait vraiment un gros clivage entre ceux qui ne sont pas encore écologistes mais qui vont le devenir, et ceux qui le sont devenus, et c'est vraiment cette interaction que je vise pour que les gens se questionnent en se disant ouais, c'est vrai, je prends ma voiture tous les jours, je consomme. Aujourd'hui encore, dans les rues du Havre, on voit qu'il y a des emballages partout, alors qu'on sait tous que c'est pas bien. Voilà, donc c'est plus ce genre de questions, une réflexion à avoir plutôt qu'une leçon vraiment. C'est moi-même, je vis dans la ville, je consomme. Donc je me pose ces mêmes questions. J'aurais pas pu dire mieux, et en plus avec une touche d'humour, ça peut toujours de toute façon passer pour le mieux pour des thème aussi important, même actuellement encore. Pour les auditeurs qui ne savent pas, vous avez un parcours assez atypique, dans le sens où vous avez étudié la chimie quand vous étiez jeune, vous avez travaillé à Total puis dans la restauration, et maintenant vous êtes BDiste. Donc comment cette diversité d'expériences a influencé votre travail aujourd'hui? Est-ce que ça a influencé peut-être les planches que vous faites, les histoires que vous pouvez créer? Ouais, c'est beaucoup d'expériences très différentes et qui m'ont amené déjà à rencontrer beaucoup de gens, donc ce qui est très enrichissant. Et c'est vrai que ça me nourrit un peu malgré moi. Dans Full Metal Quinoa, à la fin, Volp entre dans le labo secret où est fabriqué de la drogue, et alors là c'est venu mais naturellement, je me suis mis à dessiner de l'outillage de chimie, ça m'a fait plaisir. J'étais tiens, on va mettre un ballon rodage 4 avec un reflux, enfin bon, là je vais perdre les auditeurs, mais franchement ça m'a fait marrer, et d'avoir cette expérience, voilà, elle est ressortie complètement naturellement, tout comme expérience de restauration du monde des bars. Alors là je pense que
dans Volp, où il est toujours au bar, ça se ressent, on sent le vécu. Ouais. Donc je pense que maintenant vous avez peut-être atteint un style où vous êtes fier, rien qu'avec Full Metal Quinoa, je pense que vous vous sentez fier de ce que vous faites. Oui, alors on progresse toujours dans la BD, c'est vrai que là ça atteint une certaine maturité, on va dire ça comme ça. C'est vrai que l'univers est bien planté, les personnages aussi, graphiquement ça a encore un peu évolué, d'album en album, mais c'est normal, hein, toutes les BD évoluent comme ça. Mais là on atteint vraiment une belle maturité. Ce nouveau Volp, il est beaucoup plus coloré aussi, tout en gardant l'esthétique que j'ai toujours eue, qui est très contrastée. Avant les premiers Volp, c'était juste Volp en couleur, enfin son côté renard, et le reste quasiment tout en noir et blanc. Et au fur et à mesure des albums, j'ai intégré beaucoup plus d'ambiance, les ombres, les éclairages, et là, ouais, c'est arrivé à quelque chose d'assez poussé. Donc ouais, j'en suis assez fier. Je pense que ça fera très plaisir aussi à vos lecteurs. Parlons maintenant peut-être projets futurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets ou peut-être des idées, des petites pistes sur vos prochaines publications, et est-ce que vous pensez que les prochains albums resteront dans les années 70 ? Est-ce qu'on va changer d'époque, aller dans le futur, dans le passé ? Est-ce que vous avez des petites idées ? Oui, plein, toujours. Alors là, niveau projet, je viens tout juste de rendre mes planches, parce qu'en parallèle, je travaillais pour le Normandie. On avait sorti Retour au Normandie il y a 2 ans, qui était une super BD avec des enfants qui trouvent un ticket magique du Normandie, qui passe d'époque en époque, un peu à la Côte Quantum, on va dire, et avec plein de dessinateurs de talent. Et là, il y a le numéro 2 qui va sortir, donc ça va déjà être un bel événement cette année. Sinon, pour les prochains Volp, oui, j'ai plein d'idées. Il y en a une en particulier qui me tient à cœur, ce serait de dessiner les mêmes personnages, mais au collège, enfin en mode enfant. Et pour aborder plusieurs thématiques, dont le harcèlement scolaire, mais toujours avec une enquête et toujours de l'humour. Donc ça, c'est l'idée qui se dégage. Et comme j'ai beaucoup aimé travailler en collaboration, là, pour les couleurs, je donnerais peut-être la plume, ou plus exactement le pinceau, à une aquarelliste que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. Ça pourrait faire un projet assez sympa, un format différent, dessin différent, et puis des couleurs vraiment aquarelles qui nous plongeraient plus dans la tendresse de l'enfance, en fait. Donc c'est un peu l'idée qui se dégage. Voilà. On a hâte de voir tout ça. Donc pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à vos lecteurs qui attendent la sortie de votre album Full Metal Quinoa le 24 janvier ? Premier message, c'est s'ils veulent me rencontrer, il y a une dédicace organisée à la librairie La Galerne. Donc pour la sortie le 24, c'est à partir de 15h. Donc ce sera ça mon message, rendez-vous là-bas tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu sur West Track et de nous avoir parlé de votre nouvelle bande dessinée Full Metal Quinoa, et qu'on pourra retrouver dans toutes les librairies à partir du 24 janvier. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Laureline. Bonne journée sur West Track. Merci beaucoup. Voilà pour un premier reportage réalisé par Laureline, dont vous entendrez aussi la douce voix demain. Elle vous accompagne à partir de 9h jusqu'à midi pour la playlist West Track, la playlist musicale. N'hésitez pas à l'écouter. En parlant de musique, une nouveauté qui vient de Caen. Le Normand Dominique Février vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Complet Noir. Je propose de l'écouter avant de nous retrouver pour parler rap avec le projet Engage ton rap. Au bord de la dèche en complet noir, Nike, fabriqué au Bangladesh. D'humeur moyenne comme ma classe, mais t'inquiète, je tabasse comme le shit de Marrakech. Le temps passe et je suis pas dans mon assiette. Mon joint stasse, les larmes dégoulinent sur la couette. Inspiré comme une taf de bœuf. Le flow de Christian, nom de famille 42. Je travaille un texte, mon coloc fait le reste. On va t'imposer le choléra à la peste. J'écris ma haine sur un bout de carnet. Mes copains disparaissent sous nuage d'âme. En train de crever dans un monde qui s'écroule. Avec ma boulette 200 à l'heure, je roule. Les autres bélègues. C'est violent comme les molotovs sur le crâne à Hendek. Me raconte pas ta vie, je passe au fil d'avant. Je suis blotti dans la prison d'Azkaban. Et je suis à l'aise comme un chômeur en début de droit, ouais. Je vis tout nu dans la soie, j'arrive avec un délire. Si j'étais candidat, tu voudrais m'élire. Ce truc de percer à tout prix, c'est cancérigène. Et vos rappeurs qui playback en concert une chaîne. Viens nous voir en live, ça va te remettre en place. Allume un fumier, déclenche la sirène.
l'histoire d'un jeune de maintenant qui va pas bien, fume des clopes et des clopes dans sa salle de bain. Certain qu'il n'y aura pas de fuite, que c'est juste impossible d'imaginer la suite. À quoi ça sert d'avoir le majeur en l'air? Le monde se détruit, je reprends un verre. Alors c'est bien normal de penser à la guerre et de se taper dessus comme les frères Gallagher. Des années de doute à pas savoir l'expliquer. D'abord on s'est pas quitté. J'ai l'air pensif pour que t'arrêtes de me les briser. Putain quelle aubaine, t'as compris le thème, j'écris à l'ancienne. Une grosse migraine et puis adieu. Des mains sous des mitaines, déclencheront le feu. Il est 17h43, c'était Dominique Février avec sa nouveauté. Merci d'être avec nous dans le Magal Ouest. Le lundi, j'accueille un cuisinier qui vient nous parler de recettes, de petites douceurs qui nous donnent faim. Après, moi je rentre à la maison, j'ai très faim. C'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour Lucie. Et aujourd'hui, Michel, on va parler un petit peu des tendances parce qu'on est sur une nouvelle année. Et je sais qu'en cuisine, c'est un peu comme à la mode. Et il y a des tendances qui reviennent, qui repartent. Alors, pour cette saison 2026, est-ce qu'il y a des grands plats, des grands noms qui pourraient revenir? Avant de sortir ma boule de voyante, je vais expliquer pourquoi on va avoir ces tendances. Il faut savoir que la restauration actuellement est en crise. On parle de 25 restaurants qui ferment tous les jours. Voilà, oui, c'est impressionnant. Faut savoir aussi que la restauration est un corps de métier où il manque du personnel. Alors pour vous donner un ordre de chiffres, il manque à peu près 230 000 salariés. La restauration, c'est à peu près 1 million, à l'heure actuelle, c'est 1 million de salariés, donc il en manque, oui, effectivement, 200 à 300 000 personnes. Donc des difficultés pour les restaurateurs à travailler, parce que quand on n'a pas de personnes qualifiées, c'est très compliqué. C'est ce qui va expliquer les tendances, justement. Et aussi, on est impacté comme monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire le coût matière, c'est-à-dire le tout a pris entre 2 et 10% généralement sur les produits, même basiques, quoi. Même les œufs, voilà. Le beurre, des produits qu'on soupçonnerait pas, en fait. Oui, par exemple, les œufs, ça a pris entre 2 et 3%. Le chocolat, ça a pris entre à peu près 10-12%. Enfin voilà, pour donner quelques chiffres. Et du coup, faut que la restauration s'adapte aussi par rapport au porte-monnaie des consommateurs. Alors les tendances qui se dessinent à l'heure actuelle, alors j'ai fait un méli-mélo, j'ai été chercher plusieurs sources. On revient à la cuisine traditionnelle, surtout la cuisine cuisinée sur place, pas de la cuisine d'assemblage. On arrête de jouer aux jeux de construction et on fait vraiment de la cuisine, on fait de la popote. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, j'ai pas arrêté de le dire tout au long de mes émissions. Si vous voulez faire des économies, cuisiner, c'est ce que doit faire le restaurateur à l'heure actuelle. Donc ceux qui cuisinent réellement vont s'en tirer, ceux qui font de l'assemblage risquent de disparaître. C'est comme ça qu'on voit que les grandes enseignes de burgers, pour pas les citer, perdent des clients énormément. Il y en a même certaines qui ont disparu. Alors je peux les citer, du coup, on a eu Five Guys qui a disparu, alors que c'était du frais, bizarrement, mais voilà, il y a beaucoup de grandes enseignes de ce nom-là qui disparaissent. En même temps, il y a une lassitude aussi et une question de coût, comme je le disais au début. Par exemple, les sushis, ils ont perdu 30% sur le marché à l'heure actuelle. Pourquoi ? Simplement parce que le prix du poisson a explosé. Et voilà, le saumon... Et puis ça a peut-être été aussi une tendance et ça change aussi les envies des consommateurs. Et les consommateurs, en fait, c'est le rapport qualité-quantité là, dans l'assiette. Et si les gens s'éloignent du sushi, ils se rapprochent plus de la cuisine thaï, par exemple. Parce que les ramen... les bowls, tout ça, tous ces genres de plats, c'est copieux pour pas cher. Voilà, un pad thaï royal, c'est autour de 12 € et on peut faire facilement 2 repas dessus si le restaurant est honnête. Voilà, c'est quelques nouilles, quelques légumes, très peu de protéines, donc on peut aller manger pour pas cher. Donc voilà, par exemple, ce qui fonctionne et ce qui va fonctionner, je pense, cette année, c'est la cuisine asiatique en dehors des sushis, mais ça va être surtout thaïlandais, coréen.
Là, on a une grosse tendance qui influe sur la haute gastronomie. Hein. On voit beaucoup le yuzu, le miso, les sauces soja de haute gamme débarquer dans la cuisine gastronomique. Donc ça, on le voit énormément. Par ailleurs, je parlais de la cuisine traditionnelle française. Et c'est pareil, on revient à la tradition. Les fameux bouillons et les bistrots qui reviennent, donc le hareng, pommes de terre revient en force, l'œuf dur mayo. Pourquoi ? Parce que c'est pas cher en coût matière, c'est facile à préparer parce qu'il faut des personnes qualifiées. Donc voilà, on va aussi sur des recettes un peu faciles. On parle de plats revigorants. Le nom bouillon porte bien son nom. On va vers ce qu'on appelle nous les marmites. Le pot-au-feu, la blanquette, voilà, tout ce qui mijote tranquillement au coin, qui est riche en saveurs, qui est riche en saveurs, surtout parce qu'un bon bouillon de bœuf fait maison, ça n'a rien à voir avec le cube qu'on balance dans sa casserole, voilà. Donc oui, on a une tendance, ça décolle pas mal sur les bistrots, les petits bistrots qui sont rachetés souvent par des grands chefs et qui adaptent une cuisine beaucoup plus simple. Maintenant, est-ce que les prix vont suivre ? Ça, j'en suis moins sûr. On revient, comme je le disais, à des choses très traditionnelles. Les fumaisons, le grill, ça aussi, ça explose bien. Parce que le prix du bœuf a explosé et donc c'est une viande à partager. Avant, c'était la côte à l'os pour deux. Maintenant, ça va devenir plutôt le rump steak cuit au brasero, voilà, dans le coin d'un restaurant. Ça c'est une tendance sur le kitsch, ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire les œufs durs mayo comme je le disais, le céleri rémoulade. Alors après c'est pimpé, par exemple un céleri rémoulade, on va y rajouter des petits dés de pommes Granny Smith. Voilà, je vais même arriver à caser des recettes dans ce genre de disque, quoi. On va le pimper peut-être avec un petit peu de sauce de vinaigre japonais, du mirin, qui est un vinaigre de riz. Voilà, on va avoir ces tendances-là où, pour prouver que c'est fait maison, on va sortir un petit peu des sentiers battus de la recette traditionnelle. On va tendre vers ça. J'aurais bien aimé qu'on précise, parce que pour rigoler dans l'introduction, tu nous disais que tu sortais ta boule de cristal, mais en fait c'est une science, parce que ces tendances, en fait, on les retrouve en effet dans la haute gastronomie qui va aussi, ça s'échange en fait entre les deux. Voilà, le bas influence le haut et le haut influence le bas. Mais c'est des vraies tendances qui sont reconnues Alors je vais en donner par des professionnels. Inverse, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la haute gastronomie et qui a tendance à venir de plus en plus dans la restauration traditionnelle, voire même le fast-food, c'est la cuisine végétale. Là, on va avoir une grande tendance, parce que les légumes, c'est moins cher, tout simplement. Hein. Et je vais citer Ducasse, qui a été quand même chef étoilé avec un restaurant 100% végétarien. Et il y a d'autres chefs qui mettent ça en avant, surtout avec des produits locaux. Donc souvent, ça vient même directement de leur propre potager au niveau des grands restaurants gastronomiques. Je pense à mon pote Pierre Caillé, par exemple, où tous ses légumes proviennent de son potager. Il a un jardinier comme salarié pour un restaurant. C'est beau. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le traditionnel, c'est les fermes auberges, où on vous cuisine ce qu'on a produit dans la ferme elle-même. Donc ça vient du potager, ça vient du poulailler. Voilà, c'est les tendances qu'on voit beaucoup. Après, au niveau des saveurs, donc là c'est plutôt l'influence de la haute gastronomie, on a beaucoup l'amertume qui est représentée, plus. Pardon. L'amertume qui débarque beaucoup. Alors il y a eu le phénomène du spritz tout l'été et l'été dernier. Donc on va aller sur tout ce qui est amertume. Au niveau des agrumes, au niveau du café, on va associer le café. Petite recette bien normande, côte de veau à la crème. Voilà, tout simplement. Et on rajoute une pointe de café noir à la fin de cuisson pour casser le côté aigre de la crème. Ça, c'est un plat traditionnel, voilà, il s'intègre parfaitement sur les tendances à venir. Et côte de veau, c'est beaucoup moins cher que la noix pâtissière pour faire une escalope de veau. Beaucoup moins cher, je suis pas sûr. Mais enfin, voilà. Au niveau des desserts, le sucré, on est sur des tendances plutôt liquides. Alors, liquides, je m'entends, les panna cotta,
les blancs mangés, tout ce qui est un peu mousse, les œufs, la crème aux œufs, les crèmes brûlées, on va revenir sur des choses simples. Ça aussi, c'est une question de coût matière, des œufs, de la crème, voilà, c'est du lait, voilà, c'est des choses relativement simples en coût matière. Ce qui va permettre aussi de mettre en valeur d'autres produits. Hein. Moi, j'adore les entremets, c'est les desserts préférés des cuisiniers. C'est simple à faire, parce qu'on n'est pas très bon pâtissier généralement. Voilà, moi j'ai remis au goût du jour le chocolat viennois. Alors, façon la crème dessert en fait. Et en fait, c'est une vulgaire panna cotta au chocolat. Et on surmonte ça un peu de chantilly. En fait, on essaie de copier le produit industriel et on le remet de façon traditionnelle à la carte. Et là, c'est sympa. Et c'est pas trop cher encore, malgré le prix du chocolat. Il y a des fois, il y a des envies d'aller à contre-courant des tendances aussi. Aussi, oui. Parce que si on les voit trop dans les restaurants, parfois, j'imagine que c'est aussi un peu frustrant en tant que cuisinier de mettre à la carte ce qu'on voit chez tout le monde. Alors, on parlait de tendance et une tendance à l'air générale. Bizarrement, ces idées émergent tout en même temps. Je vais citer, là, on n'est pas loin de la Saint-Valentin, donc je pense qu'on est plusieurs chefs à potasser nos menus pour la Saint-Valentin, parce que c'est un moment important pour nous au niveau financier, hein, et j'ai pas honte de le dire. D'où le prix souvent un peu élevé à ce moment-là. Parce que les places sont rares et on cherche surtout. Et une tendance que j'ai vue, je dis tiens, je ferais bien un gâteau en entrée qui est sur une base de foie gras, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose de très travaillé avec plusieurs techniques. Et je regarde ce que commencent à proposer mes collègues sur les réseaux sociaux. Je regarde les recettes tendances et c'est foutu, tout le monde veut faire comme moi, ou alors c'est moi qui veux faire comme eux, je m'en rends même pas compte. Donc on voit apparaître pour les prédictions pour le menu de la Saint-Valentin, l'opéra salé au foie gras, voilà, associé évidemment à un fruit rouge, donc ça risque d'être la figue. Tant pis, je vais le faire quand même, quoi. Voilà, c'est à ma façon, et ça peut être sympa. Voilà, donc les tendances, oui, les gelées aussi, les Gilo sur les desserts, ça revient en force. Ça, c'est nos amis anglais, mais bizarrement, le Gilo fait maison. On n'ouvre pas un sachet qu'on dilue dans l'eau et on balance ça. Non, on va extraire des jus hyper concentrés, très peu de gélatine. Pourquoi ? Parce que c'est régressif, ça bouge dans l'assiette, c'est rigolo, enfin voilà. C'est les choses qu'on risque de voir venir de plus en plus sur les cartes aussi. Dans les tendances, il y a aussi l'écologie qui influe énormément. Alors, je vais en citer un, on risque de voir apparaître de plus en plus des algues sur nos cartes. Pourquoi ? Parce que faut s'en débarrasser déjà, donc et c'est comestible. Nos amis japonais nous l'ont montré. Les feuilles de nori pour nos fameux sushis, c'est du goémon, hein, tout simplement. Mais on a une belle production locale en France, en Bretagne. On a ce que nos amis japonais appellent le wakame, mais depuis très longtemps, on mangeait déjà des salicornes, donc ce qu'on appelle les haricots de mer. Et il y a la laitue de mer, voilà, il y a beaucoup d'algues qui vont atterrir. Pourquoi ? Parce que pas de lipides, pas de glucides, donc la protéine, des fibres, voilà, plein de vitamines, c'est iodé, c'est sympa. Voilà, ça va être des belles associations qui pourront compenser le manque de poisson dans nos assiettes. Je disais écologie, ça influe nos assiettes. Oui, parce que la rareté des produits, en bon à vrai, le cabillaud qui était partout présent, maintenant il devient rare, il est compté, il est de plus en plus cher. Pour donner un ordre de prix, il y a 5 ans, le cabillaud, ça tournait autour de 12 € le kilo, maintenant c'est autour de 20 € le kilo, donc les prix ont explosé. On se rabat sur le lieu, parce que c'était moins cher, qui était autour des 8-9 € du kilo, maintenant qui est passé à 14 € du kilo. Le lieu jaune devient rare. Donc on arrête la pêche. Encore en France, on est responsable. On met des quotas de pêche. Donc voilà, tout ça influe. Il y a un boom du calmar, parce qu'il y en a plein du calmar. On peut en manger autant qu'on veut pour l'instant. Mais le prix est quand même assez fort. Donc oui, les produits de la mer, on évite le thon en boîte parce que c'est bourré de mercure, donc on se rabat sur le thon frais. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut jongler avec tout ça. Il faut mettre les produits en valeur, même les produits pauvres.
Plus, je disais, l'écologie, les pandémies. La grippe aviaire existe toujours, elle est toujours là. Donc, toutes nos volailles en plein air, sachant qu'on est complètement autonome au niveau de la volaille en France, parce qu'on voit le prix des œufs augmenter. Alors, il faut savoir que le prix des œufs est lié au prix des céréales. C'est pas l'offre et la demande du tout. Il y a eu quelques pénuries d'œufs. Là, faut penser aussi que les transports des œufs ont été bloqués à cause des intempéries, donc ça va revenir, il n'y a pas de souci. Dans 1 ou 2 mois, il n'y a pas de souci, les rayons vont regorger. Il faut savoir qu'en France, on produit 98% des œufs qu'on consomme. Donc il n'y a pas de pénurie d'œufs, il ne faut pas s'inquiéter pour ça, parce que c'est la protéine animale la moins chère. Je disais donc la grippe aviaire, les vaccins sont en place, mettent bien en place avec des systèmes de confinement des oiseaux pendant les migrations. Donc il y a l'aller et le retour. Donc vous aurez toujours des alertes grippe aviaire au mois de septembre, au mois de mai en fait, quand les oiseaux reviennent au-dessus de notre territoire. Mais le système est en place. Pour l'instant, le prix des canards gras n'a pas diminué, ni celui du foie gras. Mais il faut penser qu'il y a aussi le coût des vaccins. Sur le bœuf, le prix a explosé. On est à plus de 6 € le kilo en moyenne, c'est sur les carcasses. Enfin voilà, tout ça influe ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Voilà, quand même c'est des belles lié choses, surtout à l'économie. Il y aura des belles choses, il y aura plus de travail de la part des cuisiniers, ça c'est bien. Et puis il faut, parce que si on suit pas non plus le porte-monnaie des consommateurs, ils ne viennent plus au restaurant. Donc juste pour important. finir, le boom des fast-food, voilà, parce qu'on va chercher à moins cher, plus rapide. Et c'est pas toujours mieux. C'est pas toujours mieux, Michel. Non, c'est pas toujours mieux, même pour la santé. Parfois, il vaut mieux payer 10 € plus cher. Et c'est vrai que dans les fast-food, parfois, on voit notre panier qui explose. En fait, on en est déjà à des sommes qu'on aurait pu avoir au restaurant et pour une meilleure qualité et ne pas avoir faim dans quelques heures. Faut que ceux qui perdent leur restaurant fassent du fast-food. Voilà, c'est tout. Ils le feront bien comme ça. Merci beaucoup Michel d'être passé Lucie. au micro. On va vous laisser, il est 18h, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain avec notre invité, le Hangar Zéro. Ce sera à 17h dans le Mag à l'Ouest. Demain matin, Margot vous attend pour sa matinale. Le Réveil à l'Ouest, c'est à 8h. Et puis tout de suite, on nous demande de nous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Arrive juste après ce titre. Allez, à très bonne soirée et à très vite. Pray for those who have swollen foots and scrunched up faces and look like a turtle that ain't had a drink.